Bienvenue, mesdames, messieurs, et merci une fois encore de nous préférer. Lenteur administrative, désinvolture, copinage, favoritisme, politisation, à outrance, corruption, impunité, autant de mots, mesdames, messieurs, dont on accuse depuis des lustres l'administration béninoise post-coloniale et spécifiquement celle du renouveau démocratique. D'un régime à l'autre, pratiquement la même ritournelle. Seule nuance, le rythme auquel évolue ce qu'on pourrait qualifier de tard de l'administration. Point pays à économie essentiellement fiscale, il devient crucial, clament bon nombre d'institutionnalistes, de s'y pencher plus sérieusement pour espérer de bien meilleures performances que celles enregistrées jusqu'alors. Administration béninoise, quelle contribution à l'œuvre de développement? C'est autour de ce thème, mesdames, messieurs, que nous mènerons l'émission Débat du jour. Pour la circonstance, en notre compagnie sur ce plateau, déjà installé, Raoufi Badirou, ancien fonctionnaire des Nations Unies, il est administrateur civil à la retraite. Raoufi Badirou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Etondi. C'est un plaisir de vous savoir disponible. En face de vous, Toussaint Sabou Fanou, professeur certifié à la retraite, il est consultant en éducation très regardant sur la rigueur au sens propre du thème pour impacter la croissance à tout point de vue. Toussaint Sabou Fanou, bonjour. Bonjour Joël et bonjour à tous les téléspectateurs qui sont restés toujours fidèles à CKTV. Oh, merci, le plaisir est énorme de vous savoir. Enfin, la rigueur, c'est ce que l'homme incarne. Et je le dis à raison. Par là, un ancien élève, oui. Toussaint Sabou Fanou, merci une fois encore d'être là. Que de griefs contre l'administration béninoise en termes de prestations, bien entendu. Et d'un régime à un autre, les plaintes sont là, très persistantes. Et pourtant, ce ne sont pas des cadres émérites qui font défaut et qui d'ailleurs font la fierté de ce pays de par le monde. Badirou, vous en êtes l'un des exemples encore vivants. Une fierté qu'on continue de solliciter en dépit de l'âge. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer toutes ces plaintes contre l'administration? Oui, comme vous venez de le dire, une administration performante participe à la bonne marche et au développement de toute institution, de toute entreprise, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Exact. Et par ricochet, au développement de la nation. Mais tel n'est pas le cas chez nous. Et pour cause, il suffit d'aller dans nos institutions pour vous rendre compte que les choses ne vont pas si bien. En peu de mots, les plaintes sont légitimes, vous l'avez dit. Absolument. Nous aurons beaucoup à dire sur ce qui font que l'administration n'est pas performante. On va y revenir donc avec votre permission. Je vais me tourner vers Sabou Fanou. Raoufi Badirou dit sans embâche que c'est bien fondé. Mais malgré cela, je suis tenté de vous reposer la même question. Pourquoi tant de récriminations contre l'administration béninoise? Merci d'abord pour cette opportunité parce que j'adore discuter par rapport à ce qui fait mal. Parce qu'on se dit, plus on en parlera, et mieux ça vaudra pour que cela se corrige. L'administration béninoise, mon doyen a été même très tendre. Je sais que tout à l'heure il sera moins tendre parce qu'il a vécu des choses en tant que doyen. Et pour le peu que j'ai vécu en à peu près 50 ans, je dis c'est l'une des administrations les plus médiocres qu'on ait jamais connues dans certains pays d'Afrique. Ah bon? L'une des administrations les plus médiocres. C'est très rigoureux, mais est-ce que là, vous ne faites pas un peu dans l'excès? Non, c'est pas dans l'excès. Si l'excès peut permettre de régler les problèmes, c'est tant mieux. Mais c'est pas dans l'excès. Nous avons parcouru cette administration. Puisque nous sommes des clients, nous sommes des citoyens qui demandons, évidemment, l'assistance ou demandons des services à cette administration. Et quand je parle en ces termes, cela ne veut pas dire que 100% de ceux qui peuplent cette administration sont mauvais. Non, non, pas du tout. Alors, j'ai plein d'exemples de gens qui sont ils sont excellents, tout simplement. Mais malheureusement, combien sont-ils dans cette administration pour servir de locomotive afin de tirer les wagons que constituent les autres qui ont refusé de bouger alors qu'ils ont œuvré pour qu'on puisse les recruter un jour. Ils ont œuvré pour qu'on puisse leur payer tel salaire, tel salaire. Il y a un contrat. Le gouvernement dit, je veux des fonctionnaires. Alors, M. Badirou dit, mais ça m'arrange. Je viens d'avoir mon bac ou bien je viens d'avoir ma licence. On postule bien, on fait un concours.
Il fait un concours, il est admis. On veut faire des recrutements, vous déposez un dossier, on vous prend. Et on applaudit. Oh Seigneur. La meilleure façon de préserver cette offre-là, c'est de faire en sorte que tous ceux qui viendront demander des services puissent s'en remettre au chef pour dire, mais ceux que vous avez mis là, mais ils sont bons, mais ils sont magnifiques. Mais ce n'est pas le cas malheureusement. Et tous ceux-là vont se plaindre de ceux qui sont là, en dépit de ce qu'ils ont déjà comme salaire et qui est la part du contrat rempli par l'État, demande encore que vous leur donniez quelque chose forcément pour que votre dossier puisse évoluer. On en est là. Vous dites des choses là. Je reviens vers vous. Mais Badiou, vous avez quelques réactions par rapport à ce que vous avez entendu. À ces réactions, je vais joindre la première question qui revient souvent en termes de récrimination. On dit qu'on a affaire à une administration des plus lentes au monde. Hyper lente. J'avais approuvé ce qu'a dit mon collègue. L'administration béninoise est médiocre. Il ne faut pas hésiter à le dire. Médiocre. Médiocre. Et pour cause. Vous voyez, si vous suivez, vous entrez dans l'administration béninoise, rien qu'à constater le fonctionnement, vous en êtes déçu. Comment se présente-t-il ? Rien ne bouge. Tout est léthargique. Les gens n'ont plus le sens du devoir et de la responsabilité. Ah bon? Non. Vous vous demandez, où êtes-vous? Est-ce une administration ou une cour du roi Péto? Vous ne pouvez rien obtenir si vous ne faites pas les jeux de couloir. Même ceux-là, s'ils ne sont pas intéressés personnellement par ce qui vous amène, vous n'obtiendrez pas satisfaction. Et vous voyez, le Bénin a beaucoup perdu par ce fait-là. Parfois, pour concourir à des marchés internationaux, nous perdons souvent parce que nous ne sommes pas proactifs, nous n'agissons pas à temps pour être de niveau à obtenir la chose. Souvent, s'il faut que nous rentrons dans les détails, on ne va pas s'en sortir ici aujourd'hui. Sincèrement, il y a de ces choses-là. Vous parlez de la mauvaise foi des cadres. Mais des cadres qui ne pensent pas au devoir et à la responsabilité et qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ce qui les intéresse, c'est comment s'en sortir eux et non l'État. Des cadres qui ne pensent d'abord qu'à eux, Sabou Fanou, même pas à l'État. Il ne dit pas à l'État après, mais qu'à eux, comment s'en sortir, et non l'État. Quand vous pensez à l'État, quand vous pensez au travail que vous faites, quand vous pensez au service que vous pouvez rendre à l'autre et qui va le rendre heureux, vous devenez un patriote qui est prêt à mourir pour son pays, mais pas pour lui. Vous vous imaginez des gens qui ont déjà le salaire de façon régulière, qui ont des bonus, qui ont le paiement des HS, même s'ils n'en font pas parfois, parce qu'ils en créent, mais ils n'en font pas. Mais tous ces gens-là vous demandent encore à vous, individus, de qu'est-ce que vous déposez pour que ça aille vite. C'est comme quand on vous dit, si vous donnez 5 000 francs pour tel travail, vous aurez le travail demain. Mais l'État a dit que c'est 2400 ou bien c'est 2000. Si vous donnez les 2000, vous allez revenir dans 2 semaines. Or, vous avez besoin de ça en urgence. Vous voyez, il y a déjà 2 problèmes. L'autre problème, c'est quoi? Comment est-ce que moi, pour mon pays, on débloque peut-être, les Nations Unies veulent débloquer 45 milliards. Je donne un chiffre comme ça au hasard. Oui. Et le dossier passe par toi et moi dans notre bureau. On doit faire diligence pour signer. Mais écoutez, nous sommes prêts à passer la nuit là, si c'est de notre rapidité, de notre célérité que dépendra le succès de ce dossier. Nous sommes prêts à passer la nuit si nous pensons à l'État, au Bénin, aux millions de Béninois avant de penser à nous. Parce que le Béninois se dit croyant. Et je vous assure, si Dieu descendait pour faire le point, il n'aurait pas 3 croyants. Oh non, mais... Non. Oui, j'aime aller dans les excès, comme vous dites, mais mes excès sont vérifiés. Il ne s'agit pas de dire, oh Seigneur Jésus, à mon midente, à Clounoche. Non, c'est du bluff.
Si toi, Joël, je te connais ni d'Adam ni d'Ève, je n'ai pas à chercher à savoir de quelle région tu es, de quelle région est M. Badirou, de quelle famille il est. Est-ce qu'il est de notre côté avant de lui rendre service, avant de te rendre De quoi service? parlez-vous là? Vous dites que les Béninois vont jusqu'à s'interroger sur la provenance de l'usager avant de donner satisfaction. Je vais vous dire une chose. Oui. Et vous savez, le sujet que nous abordons est un sujet très intéressant. Parce qu'il faut que les gens nous entendent et qu'ils prennent conscience de ce qui nous mine. Vous voyez, si vous prenez par exemple dans le pays, si vous prenez les entreprises privées, elles sont toujours là. Mais toutes les entreprises d'État sont déjà parties. Si je prends Songhai, c'est privé, c'est toujours là et ça prospère. Toutes les fermes d'État sont déjà parties. Il n'y a rien. Il n'en reste rien du tout. Si vous prenez les sociétés privées comme la Sonaec, elle est toujours là. Si vous prenez les sociétés d'État, combien sont-ils restés? À part les entreprises vitales de l'État telles que la SBE, qui sont des gouffres financiers, mais qu'on est obligé de maintenir, SBE, et Sonaeb, et quoi d'autre, OPT, non, OPT, c'est des choses, des gouffres financiers qu'on maintient malgré la mauvaise gestion. Malgré la mauvaise gestion. Les sociétés privées en question, ce sont toujours des Béninois qui y travaillent. Mais non. Les Béninois qui y travaillent savent que s'ils font mal, ils seront dehors. Très bien. Alors, donc se pose la question de responsabilité. Alors, comment un Béninois qui, Sagbou Fanon a donné un exemple tout à l'heure trop ahurissant, deux individus savent très bien que de par leur diligence, l'État béninois peut gagner des millions de francs CFA, mais se tourne les pouces à longueur de journée, et l'État perd, mais ils perçoivent leur salaire. Non, je vais vous, on va vous donner des exemples précis. Bon, allez-y. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous parler de Libercom. Oui. Vous voyez, c'est le premier GSM au Bénin. Au moment où il y avait Libercom, il y avait Télécel, il y avait Bénincel, etc. Les autres... pour nos téléspectateurs, il faut dire que c'est déjà conjugué au passé, Libercom. Oui, c'est ça qui s'est transformé en MTN et en Move. Télécel est devenu Move. Bénincel est devenu MTN, entre-temps. Mais Libercom a disparu. Libercom est resté là, non développé jusqu'à s'effacer. Pourquoi? Pourquoi, dites-nous? Bon, d'abord, il y a un problème. Les nominations. Les dirigeants de ces sociétés d'État ne sont pas nommés par compétence. Ils sont nommés par affinité politique ou ethnique. Et les gens qui viennent là, ce n'est pas pour servir l'État, c'est pour servir leur politique, leur parti. Ils ne voient pas que, voilà, c'est l'intérêt de l'État quand ça progresse. Et qu'est-ce que vous voyez? Comment vous voulez comprendre qu'un Libercom soit là, qu'il n'y ait pas d'Internet, alors que nous sommes dans un monde numérique? Mais tout le monde, moi je suis allé même jusqu'à Libercom demander, mais pourquoi vous n'avez pas d'Internet? Et quelle a été la réponse? Ah, vous savez, il faut demander au patron. J'ai été à l'agence de Zongo là. Mais je vous assure, mais tout le monde a déserté là. Même nous qui sommes les dernières parties de Libercom, ce n'est pas de gaieté de cœur. Parce qu'on a besoin d'Internet. On est parti de là. Sinon, comment voulez-vous comprendre que Libercom n'est pas évolué? Il y a une société GSM nationale au Togo. Ça va, tant soit peu. Mais ici, pourquoi? Parce qu'on ne rend même pas compte. Les gens qu'on nomme à la tête de ces entreprises-là ne rendent pas compte. Je vais vous dire encore autre chose, puisque nous sommes dans le domaine de l'OPT. Vous voyez, les téléphones fixes, beaucoup de gens l'ont abandonné aujourd'hui. Lorsque vous avez votre téléphone fixe, quand ça tombe en panne, on ne vient pas réparer. Si vous les appelez, ils ne viennent pas. Tant que vous ne les soudoyez pas, ils ne viennent pas. Mais tout le monde a fini par abandonner le téléphone fixe. Et ça, il y en a 1000 exemples. Si vous voyez, la mentalité des agents aujourd'hui au Bénin, c'est tout autre dans l'administration. Ils croient vous rendre service alors qu'ils sont payés pour faire ce service-là. Ils croient vous rendre service. Et alors qu'ils sont payés pour faire ce service-là. Et si ils vous espèrent... D'abord, lorsque vous écrivez à une institution,
vous n'avez pas de réponse. Mais quand vous allez là-bas pour dire, mais je n'ai pas de réponse à mon courrier que j'ai envoyé, on dit, vous ne suivez pas votre dossier. Et si vous voulez suivre votre dossier, à chaque étape, on vous rançonne. Et si vous ne faites pas, ça reste là. Et il n'y a personne, même si vous gueulez, il n'y aura personne pour les punir. Ça, c'est d'expérience que vous dites. Je vous dis la vérité de ce qu'on vit. Je vais vous donner encore d'autres exemples. Regardez la SBE. Ils disent, lorsque 2 factures restent impayées, on doit vous couper. Oui. Ils ne coupent pas. Les agents releveurs, je ne sais pas comment ça va. Le locataire fait 2 ans sans payer l'électricité et eau. 2 ans. 2 ans. Authentique ou Authentique. vous faites de la fiction? Si jamais la SBE ou la SONEP veut se plaindre, je vais leur donner des cas concrets que j'ai sous la main. 2 ans, maintenant le locataire s'en va et il y a une facture impayée lourde Pour le propriétaire. pour le propriétaire. Et il vous dit en plus, vous allez venir chercher le compteur tout de suite, s'il ne règle pas. Vous ne voyez pas que c'est vos agents releveurs, que c'est votre responsabilité, cette dette-là. Et ils en parlent comme si c'était la responsabilité du locataire. Je dis, mais si on vous fait un procès, vous êtes dans le baba. Parce que il est dit que 2 factures impayées, vous devez couper. Vous n'avez pas coupé pendant 2 ans. Et vous voulez que le propriétaire vienne payer. Il y en a des tonnes d'exemples. Et ça, je vous dis... La question de la désinvolture, elle semble manifeste. Non seulement elle est manifeste, mais elle penche vers le criminel. Ah oui. Ah oui, parce que ce que ça crée... Parce que quand nous parlons d'administration, il faut voir les finances, le trésor, les ministères, la santé, la police. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes le général de police, enfin le patron de la police républicaine. Vous envoyez vos agents à des carrefours et vous dites que c'est très sensible, il faut faire beaucoup attention. C'est effectivement la présence des policiers permet déjà, même s'ils ne bougent pas, de réguler un peu la circulation. Mais vous vous imaginez que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux policiers chargés de la sécurité, chargés de veiller à tous ceux qui viennent, à tous ceux qui s'en vont, sont plus préoccupés, certains évidemment, sont plus préoccupés par leur portable. Et quand moi je vois ça, j'ai honte. Un policier à un carrefour, oui. Il est là au carrefour. L'embouteillage commence, un bouchon commence à se former. Vous vous dites, mais les policiers ne sont pas là. Et vous regardez là-bas, vous voyez un policier qui a son... Je vais vous croire. Je vais revenir même sur la question par rapport à un exemple que vous avez évoqué tout à l'heure. Oui. Je veux croire que ce que vous dites est bien du passé. Ce que je dis n'a pas encore fait 2 semaines. Ah bon? Oui. Mais je ne pas dire vous aussi présent. Je ne dirai jamais quelque chose de façon, comment je dirais ça, imaginaire. Non, je vois et ça me frustre. Vous savez, j'ai de la peine à conduire aujourd'hui. Parce que quand je rentre dans la circulation avec mon véhicule, ma tension monte, je m'énerve à tout coup de champ. Donc je suis obligé de prendre un chauffeur. Alors, le policier qui est au carrefour, je suppose, si c'était un talkie-walkie où j'entends « Oui, mon capitaine, oui, mon général », je saurais qu'il est en communication avec ses supérieurs hiérarchiques. Mais quand vous entendez « Bon, viens quoi, oui, bon, d'accord, bon, on est bien continue. Mais de là, non, écoutez, entre nous. Non. Mais c'est pas possible. Et pendant ce temps, le bouchon est là. Pendant ce temps, des gens sont même sur le point de s'écrabouiller parce qu'il suffit qu'il y ait un choc, ça bloque tout. D'ailleurs, ce jour-là, il semble qu'à cause de cette situation où les policiers ne bougeaient pas, il y a eu quelqu'un qui a rasé le pare-choc de l'autre. Heureusement qu'ils se sont entendus, ils sont descendus. Pendant ce temps, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, ça fait un exemple. Parce que les exemples, là. Les exemples là, on en a à foison. Il faut que je renchérisse. Oui, tout à l'heure, vous parlez du privé. Oui. Sociétés privées. Oui. Mon doyen parlait de sociétés privées qui ont disparu comme un feu follet. Pendant que les sociétés publiques qui ont disparu. Pendant que les sociétés privées sont là depuis des décennies. Oui. Mais je vais vous donner un autre exemple très simple. Vous avez dit, mais c'est des Béninois quand même qui sont dans les sociétés privées comme dans les publiques. Mais bien sûr, c'est des Béninois qui sont professeurs dans le public. Et c'est encore les mêmes Béninois qu'on utilise comme vacataires dans le privé parce qu'ils sont demandés, mathématiques, ainsi de suite. Mais il est 10 fois plus performant dans le privé que dans le public où il est titulaire. Et c'est quoi là le problème? Mais le problème, il y a 2 problèmes. D'abord, la rémunération là-bas, c'est auto. Vous faites, on vous paye. Vous ne faites pas, on vous met à l'écart. Ça, c'est clair. Le patron qui est là-bas, il a besoin de rentabilité. Il vous suit de près et tous ces agents vous suivent. Si vous venez avec 10 minutes de retard, on lui signale ça. Vous avez des problèmes. Dans le public, vous déposez vos feuilles comme ceci devant les élèves.
vous dites soyez en train de copier ce que lui va mettre au tableau, là j'arrive. Donc de 8h à 10h, vous avez cours ici. Et de 8h à 10h encore, vous avez cours là-bas. C'est des choses que moi j'ai vécues, que j'ai récriminées. Celui qui a vécu le cas, qui a été victime de... Enfin, qui a posé cet acte, m'en a voulu pendant des mois. Mais après, il a compris que je n'étais que dans mon rôle. Lui, en tant qu'individu, je ne lui en voulais pas. Mais le principe dit, vous ne pouvez pas travailler 4 heures en 2 heures. 8 à 10 dans le public, vous déposez le papier et vous allez faire cours 2 heures, même heure dans le privé, vous prenez l'argent là-bas. C'est une tricherie qui ne marche pas et qui n'arrange pas le Bénin. Encore moins les élèves que nous avons envoyés à l'école. Quand l'administration est comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse avoir comme résultat? Rien. Mais il y a un problème de responsabilité. Il faut pouvoir interpeller. Justement, il faut que le directeur qui constate cela puisse rendre compte. Mais il y a un problème. Je ne sais pas si aujourd'hui ce problème a diminué. Oui. Vous faites un rapport sur ce monsieur. Vous allez rencontrer les supérieurs hiérarchiques, direction départementale ou bien tout ce que vous voulez, ou bien chef du service enseignement secondaire. Vous rendez compte de ci, de ça, on dit, oh, c'est ce jeune homme-là. Bon, tu sais, c'est l'enfant à notre temps. Bon, on va essayer, faut laisser tomber, faut le sermonner un peu. Et puis... Mais quand votre patron vous dit ça, ou bien vous déposez le rapport, le patron l'appelle pour dire, tu vois, ton directeur est venu parler de toi, il faut te corriger, sinon on va te créer des ennuis. Et que ce monsieur vient à un conseil des profs et il dit à ses amis, il est allé déposer plainte contre moi. Moi, c'est le chef même qui m'a montré la lettre. Il se croit où? Et quand les gens viennent vous dire, ah, directeur, il y a ici, il y a ça. Hein. Mais vous voyez, il faut avoir des nerfs d'acier pour continuer de foncer. Sinon, vous allez vous dire, ah, mon subordonné là, mon collaborateur là, je fais les réprimandes telles que l'exigent les tests, et voilà que là-bas, on me rabat le caquet. Vous n'allez plus rien faire. Donc, tout le système du Bénin était comme ça jusqu'à une date très récente. Moi, je suis parti à la retraite en 2013. Je suppose que les choses ont commencé à changer. Mais je constate que l'administration n'a pas encore pris le pli. Peut-être qu'aujourd'hui, depuis qu'on a interdit l'utilisation des postes téléviseurs dans l'administration, peut-être que quelque chose a changé. Mais il y a aussi un autre aspect que moi, je n'aime pas. Monsieur Badirou, c'est mon oncle, je suppose. Il est le patron qui permet aux gens qui sont à la retraite là d'avoir leur dossier, d'avoir la pension assez tôt. Donc, monsieur Badirou me connaît, je suis son fils pratiquement. Vous, il ne vous connaît pas. Vous avez aligné, vous avez mis les dossiers par ordre d'arrivée. Dès que j'arrive, monsieur Badirou sort mon dossier qui est peut-être le 50e, alors que vous êtes le 13e. Il sort mon dossier par affinité. Il traite mon dossier. Vous qui cherchez votre pension depuis 2 ans, vous êtes là. Et en 6 mois ou 8 mois, parce que j'ai quelqu'un dans l'administration, j'ai réussi à sortir mon épingle du jeu. Ça ne devrait pas être comme ça. Si on a mis les dossiers les uns après les autres, mon oncle doit pouvoir me dire, ton dossier est le 45e. Et comme l'administration est très performante et qu'il n'y a pas de problème, mais je vais vite arriver. Toi, tu vas passer. Plutôt qu'on déclasse, qu'on reclasse, qu'on déclasse et que ça fasse traîner à longueur. Et c'est ça l'administration béninoise. Mon Dieu. Je vais renchérir ce qu'il a dit, mon ami a dit, en disant que ce n'est pas seul au Carrefour, ce n'est pas un policier. C'est plusieurs, ils sont peut-être 6 dans un coin. Alors que l'embouteillage s'installe. Il ne bouge pas. Avant d'évoluer, je veux savoir si ce que vous dites, c'est du vécu ou c'est de la simulation. Bon, je vais vous donner un exemple précis. Ça fait 25 ans que je suis sur la route d'Akpakpa. Au Carrefour Sonapra, là, allez là le matin. Ils sont peut-être 6 dans leur coin là. Et l'embouteillage s'installe. Et ceux qui font la pagaille, qui prennent la piste cyclable, les automobilistes, on les laisse passer. On n'en arrête aucun. Vous qui êtes dans les rangs, ceux qui sont plus sages au Bénin sont les premières victimes. Ah oui. Quand vous êtes sage, vous êtes dans le rang. Ceux qui font la pagaille là, les policiers sont là, on ne les arrête pas. Quand vous comptez que peut-être qu'ils ont déjà arrêté 50 voitures là-bas qui ont fraudé par la piste cyclable, vous n'en voyez aucune. De toute façon, ce n'est pas ça le problème. Moi, je vais vous dire une chose. Quand je suis rentré dans ce pays, je n'ai pas voulu travailler pour l'administration publique. Oui. J'ai voulu absolument créer une entreprise et j'ai eu plusieurs projets qui n'ont pas marché à cause
à cause de nos imbécilités dans les ministères, dans l'administration publique. Dans l'administration publique, je vous assure. Bon, si je dois parler je vais vous donner un ancien projet et je vais vous donner le tout récent. Oui. L'ancien projet, quand je suis rentré ici à Cotonou, il n'y avait que des immondices. J'ai été à la voirie, on ne ramassait que 23% des ordures. Donc j'ai eu l'idée de créer une voirie privée. Quand j'ai déposé mon dossier, puisque c'est un domaine de l'État, il faut faire des concessions pour que le privé puisse le faire. J'avais écrit à toutes les ambassades pour pouvoir avoir des appuis. Mais mon dossier a traîné là, tout le temps. Mais brutalement, j'ai vu Cibo à la télé. C'est le jour où je voyais Cibo, le jour qu'ils m'ont appelé au ministère de l'Intérieur pour me tendre le papier, pour dire on a vu votre lettre pour ceci, des mois durant après. C'est ce soir-là que j'ai vu Cibo à la télé. Cibo qui est rentré sur le marché sans aucune étude du marché, avec de grosses poubelles et tout ça. Vous voyez, ça m'a tellement fait mal. J'ai dit, mais comment ils ont pu prendre mon projet? Parce que personne n'a eu cette idée avant moi. C'est moi qui ai introduit et j'ai parcouru tous les secteurs qu'il faut pour avoir cette autorisation d'exploitation. Mais c'est si beau que j'ai vu. Et c'est vous voulez dire que l'administration s'est jouée de vous? Mais oui, mais écoutez, et quel dossier a présenté l'autre pour qu'on l'autorise à s'installer? Je ne sais rien. Mais ça, le projet là est parti en fumée, je m'en suis plus occupé. Nous avons voulu faire l'assurance maladie. Entre-temps, c'était l'OBSS qui est devenu CNSS maintenant. Ah, c'est nous qui avons le monopole. Il y avait la SONAR, c'est nous qui avons le monopole. Mais vous avez introduit un dossier? Oui, j'ai dit, on a commencé par faire les démarches pour le faire. Je voulais m'associer à Solo Gandhi, professeur, père à son âme, professeur de Solo Gandhi, pour le faire. En ce moment-là, il y avait une structure pareille au camp militaire par le colonel Sabo. Il est encore à la retraite, il est dans sa ferme. Et nous devons faire cette histoire-là, mais on nous a bloqués. L'OBSS, la SONAR, et rien n'a fonctionné et c'est resté encore là. Je vais vous dire, le dernier, parce que j'en ai plusieurs, parce qu'il y a l'eau minérale de Réti Sota. Non, on va s'arrêter sur l'exemple là. Aujourd'hui. Je vais terminer, conclure. Je suis allé voir, je me promenais vers Dambo et j'ai vu les jets d'eau eau froide. J'ai dit, Réti Sota. Et je suis allé me renseigner sur l'eau minérale de Réti Sota. Monsieur Sosoumien, dont la femme est pharmacienne, la pharmacie de Saint-Michel, il était le directeur de l'hydraulique. Voilà un monsieur bien. Ah, il me dit c'est une bonne chose. Il me donne toutes les analyses faites par la France et l'Allemagne. J'étais même pas encore né parce que c'est en 1941 que ces analyses ont été faites. Ah bon? Oui, pour dire que cette eau-là est une eau plus pure. Ah bon? Oui. Réti Sota? Oui, Réti Sota. Et j'ai commencé par... En ce temps, je travaillais avec les Libyens. Je savais que si on m'autorisait à le faire, je pourrais bénéficier du financement libyen. Ça n'a pas été possible non plus. Des croches changeant par ici, des croches changeant par là-bas, j'ai dû laisser et je me suis contenté d'être dans l'administration. Et tout ça? Le dernier, 2008, je voyais ma retraite venir et l'idée d'entreprise ne m'a jamais quitté. Et j'ai dit, ben tiens, il venait de faire la route de Porte-Novo. Et en un rien de temps, il y avait des poteaux électriques qui sont par terre, les rampes qui sont cassées. Ah, j'ai dit, ben tiens. Et maintenant, je voyageais dans le nord, vers Bembéré qui est là-bas. J'ai vu un pont. Un pont, si tu passes là la nuit, si tu ne fais pas attention, tu tombes dans le ravin. J'ai vu qu'il y avait une rampe qui était déjà écorchée. Je dis, mais ça là, c'est un gouffre. Si jamais quelqu'un passe par ici sans lumière, s'il ne connaît pas la route, il ira dans le ravin. Et je me suis approché de la rampe, j'ai vu que c'est déjà rouillé. Donc c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. J'ai dit, mais c'est grave. C'est de là que j'ai dit, bon, je vais commencer par faire une société d'entretien et de réparation des infrastructures routières causées par accident.
pas les ponts ni les chaussées, mais les panneaux lumineux, les rampes, les poteaux électriques, oui. Tout ce qui serait cassé par accident, je vais réparer. J'ai introduit le dossier au ministère des Transports. J'ai été d'abord à la DTT prendre les statistiques des véhicules à moteur, 2 roues, 4 roues, les engins, tout ça. Et j'ai fait un dossier que j'ai envoyé au ministère des Transports. J'ai resté là longtemps. Je suis arrivé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et finalement, on m'a montré un cadre qui avait le dossier en main. Il me dit, oui, voilà. J'ai dit, mais monsieur, attention, vous êtes un cadre. Vous êtes capable d'analyse. Quand on vous affecte un dossier et que vous ne savez pas quoi en faire, parlez-en à vos collègues. Et si ensemble, vous n'avez pas trouvé de solution, amenez ça au comité de direction pour répondre à celui qui a introduit le dossier, pour complément de dossier s'il le faut. On me dit, oui, il y a fonds routier qui fait ci. J'ai été au fonds routier. C'était Kochofa qui était là-bas. Ça n'a pas bougé. Et tout le monde a vu l'utilité de ce projet. Parce que jusqu'ici, toutes les infrastructures routières qui sont cassées sont restées non réparées. Et vous n'avez pas eu de suite jusqu'alors? Juste pas, aucune suite. Entre-temps, je me suis rapproché de l'Africaine des assurances. Ils m'ont dit, oui, nous, je dis, oui, voici le projet que j'ai, et tout ça. Il dit, non, nous sommes chargés de réparer ces choses-là. On envoie l'argent à la mairie, c'est la mairie qui ne répare pas. J'ai demandé si on pouvait avoir un débat là-dessus pour qu'on mette chacun face à ses responsabilités. Si la SONA verse l'argent effectivement à la mairie et que la mairie ne répare pas, nous sommes une société privée, nous n'allons même pas prendre autant pour réparer. Nous allons faire ci, nous allons faire ça. Et ça aboutit à quoi? Rien. Entre-temps, j'ai vu Monsieur Oroumien, je vais dire son nom, secrétaire général à la présidence. Je l'ai vu à Porte-Nouveau coup d'une cérémonie. J'ai dit, voilà, j'ai ceci, j'ai cela. Je lui en ai parlé. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai plus revu. Et le projet est resté là. Mais là, c'est ahurissant. Un instant. Là, c'est comme si, sans peut-être le vouloir, je préfère le dire ainsi, mais on tue des talents. Et on fait perdre des opportunités à toute une nation. Mais c'est clair, c'est le commun du sport que nous pratiquons. C'est le sport le plus national, le plus régulier. Oui. Ça vous fait, non? Vous imaginez le sport le plus national. L'année passée, ou bien en 2016, je crois, 2016-2017, il y a des gens, j'ai ouï dire que des gens sont venus ici pour un investissement de plusieurs milliards, mais ils ont dû rebrousser chemin parce que tout simplement la lourdeur administrative et puis le rançonnement, tout cela leur a fait perdre confiance et ils sont repartis. Mais qui perd? Parce que moi je vais avoir quelque chose pour ma poche à partir de l'investisseur que tu es et que je n'ai pas eu ce que je veux pour ma poche. Toi tu peux partir, ça me fout au pôle. Mais si c'est l'hydraulique, c'est des milliers de villageois qui n'auront plus l'eau potable à boire. Si c'est pour des routes, c'est des milliers de Béninois qui n'ont pas accès à de bonnes routes. Donc, quand je prends par exemple le cas pour l'énergie solaire ou l'énergie renouvelable de Abu Dhabi, oui. Plus de 10 millions. Un cas d'actualité. Plus de 10 millions de dollars. Ça fait 5 milliards. Ouais. Mais quel Béninois ou bien quel commerce nous allons faire ici pour trouver rapidement 5 milliards comme bénéfice à investir en quelques jours, en quelques mois dans l'énergie renouvelable? Et qu'un pays se décide à nous donner ça. Et parce que nous sommes plus préoccupés par, je ne sais pas, les activités qui vont nous rapporter tout de suite de l'électorat, qui vont nous rapporter un peu de sous personnel, nous avons ignoré cela. Les cadres de l'administration qui sont chargés de faire aboutir ces dossiers sont appelés à d'autres fronts qui n'est pas plus important. Un front temporaire. Et c'est un drame. Mais ce drame, pensez-vous qu'on peut un jour en arriver à bout? Oui, vous savez, le Ghana vivait une situation pire que la nôtre en matière de corruption, d'arnaque, en matière de rançonnement. Mais lorsque John Jerry Rawlings est arrivé, il a joué au fou. Et cette folie, c'est ça il n'y a que ça qui puisse marcher pour les pays africains. C'est-à-dire, tu es mon frère, tu tombes dedans, alors là, tu as des problèmes. Pas avec moi, mais avec la justice. Et je ne pourrai même pas te défendre. Donc, c'est ce qu'il faut pour le Bénin. Il faut forcément
allez Vous au savez, Nigeria. quand Rawlings est arrivé, il a fait son travail. Je suis allé au Ghana. Je suis descendu d'une voiture avec un ami. Il a laissé la clé contact dans le véhicule. La portière, il a rabattu. Ça ne s'est pas bloqué. J'ai dit, ah man, you forgot your keys in there. Il dit, non. Ils ont commencé à rire. Mais je n'ai pas compris. On allait au 3e étage. Personne ne s'approchera. J'ai dit, ce que j'ai dit, c'est bizarre. Ils ont dit, non, ici chez nous, on a dépassé ça. La voiture peut rester là toute la journée jusqu'à demain. Au contraire, les gardiens des environs viendront fermer la portière, garder la clé pour le propriétaire. Donc personne n'osera venir. Non. Et ça, c'est un assainissement qui a été fait au prix de sacrifices impartiaux. Il n'y a pas de... Si c'est ça, je suis tenté de dire que le Bénin a aussi la solution. Pas sûr, on fait des farces ici. Pas des farces. Ici au Bénin, c'est la farce. On peut dire qu'on faisait. Non, la lutte contre... Il paraît que le Bénin a déjà son John Rawlings. Non, je viens. Vous savez, la lutte contre la corruption au Bénin, à travers le temps, j'ai vu que c'est la farce. À travers le temps? Oui. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui aussi, c'est la farce. Regardez le Nigeria à côté, ce grand pays-là. Quand le président Buhari est tombé malade, tout le peuple souhaitait qu'il soit guéri. Pourquoi? Parce qu'il a déclenché la lutte contre la corruption et le résultat est palpable. Parce que nous faisons ici, le résultat est palpable. On a démonté les barons du régime qui ont détourné, et c'est palpable. Tout le peuple priait pour que Buhari ne meure pas. Pourquoi? Parce qu'il fait du bon travail et le résultat est là. Nous avons chanté la lutte contre la corruption. Qui on a pris? Qu'est-ce qu'on fait? Vous croyez que beaucoup ne sont pas corrompus? On ne connaît pas les corrompus. On les connaît. Mais tant que tu es dans un camp politique, on ne te touche pas. Si tu es dans l'opposition, oui, on peut te toucher. C'est ça le problème. Nous n'avançons pas. Le Béninois, et je répète toujours cela, le Béninois est tellement intelligent tout seul, mais collectivement bête. Nous sommes intelligents. Non, le Béninois pris individuellement est très intelligent. Mais collectivement, nous sommes bêtes. Et c'est cette bêtise-là qui nous conduit à ce point-là où nous sommes de sous-développement dans la sous-région. Quel est le pays le moins évolué aujourd'hui? Dites-le nous. C'est le Bénin. Ah bon? Absolument. Nous parcourons le monde et nous voyons, on se demande que ceux qui nous gouvernent ne font pas pareil. Ou du moins, quand ils sont là, ils ont déjà oublié qui ils sont. Et moi, je vois aujourd'hui tous mes amis, tous mes collègues, cadres supérieurs, qui se sont mêlés à la politique, s'en sont bien sortis. Sauf ceux qui ont été honnêtes, qui ont fait leur travail sérieusement et honnêtement, qui n'ont rien. La politique, ce n'est pas de l'honnêteté? Non, pas au Bénin. Je vais vous dire une chose. Ils ont cru au Bénin que la politique, c'est de la mauvaise foi. C'est faux. La politique, c'est de dire des choses qui puissent faire avancer ton pays. Pas pour mentir à tout bout de champ. Et comment ça se passe par ici? C'est mentir à tout bout de champ? Vous parlez là d'une question qui revient souvent, oui, la question de la politique au niveau de l'administration, comme un mal qui retarde le développement. Je vous ai dit Est-ce qu'on en est toujours là? Je vous ai dit ceci, et ça, vous devez en tirer leçon. Je dis tous mes collègues, cadres supérieurs de la nation, qui se sont mêlés à la politique, s'en sont bien sortis. Rafi Obadirou, il y a des jeunes qui vous suivent et qui savent qu'aujourd'hui vous êtes à la retraite. Oui, tous les vôtres qui ont fait cette option s'en sont bien sortis. Aujourd'hui, est-ce qu'on en est encore à cette option ou il est question de rompre avec les mauvaises pratiques? C'est parce qu'on n'a pas rompu avec les mauvaises pratiques que les jeunes vont dans le même sens. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai eu des opportunités de richesse durant ma carrière. Je pouvais être comme eux aujourd'hui. Je pourrais être repu. Mais, écoutez, je m'en porte pas plus mal aujourd'hui avec ce que j'ai, que Dieu m'a donné, que ceux qui sont repus par la politique. Regardez. Donc on est à la case de départ. Je vous assure, rien n'a changé. Rien n'a changé. Permettez que je pose la question, monsieur. Oui, je vais mettre la question de la politisation. Je vais mettre un peu de bémol. Oui. C'est-à-dire, lorsqu'on a commencé à bousculer certaines habitudes qui sont réputées totalement ancrées dans nos mœurs, oui, on peut dire qu'il y a un début de changement. C'est vrai, moi je ne suis pas dans les domaines politiques pour savoir qui fait quoi, qui détourne quoi, qui fait... Mais ce que je vois en tant que citoyen observateur me permet de dire qu'on est en train de bousculer les habitudes. Parce qu'il y a des gens qui ont volé dans ce pays qui sont des magnétous
des magnats. Quand ils passent, ah non, mais même si vous ne les voyez pas passer, quand on vous dit qu'ils passent, vous avez même envie de vous baisser pour vous assurer qu'ils passent bien. C'est un ouragan. C'est des ouragans qui passent, c'était des maîtres du monde. Mais quand on nous a montré que ceux-là, parce qu'ils ont volé, ils sont touchables, je crois qu'on peut relever la tête pour dire, ah, regardons un peu comment ça se fait. Ça donne espoir. Moi, j'avais toujours dit, depuis des décennies, j'avais dit ce qu'il nous faut pour le Bénin. C'est un Rawlings qui va décapiter, qui va massacrer, qui va tuer, qui va sanctionner. Mais depuis 2016, je me suis dit, ce n'est pas toujours l'idéal. Chaque pays peut avoir son Rawlings. Le nôtre, peut-être, n'est pas capitaine de l'armée. Il n'a pas d'armes pour tirer, il n'a pas de fusil. Il ne met pas les gens dans un hélicoptère pour aller au-dessus de l'océan, les menacer, les jeter par-dessus bord. Mais si déjà, nous pouvons aller dans le sens de celui qui vole un œuf, il a volé. Celui qui vole un bœuf, il a volé. Je crois que les choses vont commencer à changer pour que celui qui vole sache que voler n'est pas bon. Mais il y a un drame chez nous. Lorsque Rawlings faisait son travail, tout le peuple ghanéen était d'accord pour qu'on assainisse. Mais aujourd'hui, lorsque je prends un individu X, nous sommes convaincus de tout ce qu'il a volé. Il a détourné des milliards. Et à cause de cela, mon village n'a pas pu avoir l'électricité. Les poteaux de la SBE sont tous couchés par terre parce que le projet n'a pas pu aboutir à cause de ce monsieur qui a détourné. Lorsque le gouvernement le prend pour dire voilà les faits, la justice le condamne, dit c'est encore quoi? Et c'est encore nous. C'est-à-dire, nous sommes comme un piston. On va devant, on va derrière, on va devant, on va derrière. On ne peut pas aller de l'avant. Et ce serait dommage parce que quelle que soit la compétence du président, du dirigeant qui est là, qui dit je vais frapper parce que les tests l'ont dit, parce que c'est ça le règlement, parce que c'est ça la loi, c'est encore nous qui devenons l'obstacle numéro 1 pour le bloquer. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui sont là aujourd'hui sont parfaits. Personne au monde. Dans aucun pays, on ne trouve un régime parfait, un régime à la perfection, mais cependant, il y a des gens qui évoluent justement, qui tendent leurs bras vers le parfait pour améliorer les conditions de vie du peuple. Donc moi je crois, je mets un bémol, pourquoi je dis je mets un bémol? Pour ne pas décourager ceux d'entre les présents qui veulent vraiment assainir nos finances, assainir nos mœurs et arranger un peu les choses. Je vais vous dire ceci, vous savez, et quand ça commence, ça reprend les vieilles habitudes. Je vais vous demander, au début de la rupture, sur la route de Porte-Nouveau, il n'y avait aucune pagaille. Tout le monde était aligné. Aujourd'hui, on est retombé à la case départ. C'est même des taxis qui vous dépassent sans que les policiers puissent intervenir. Ici même, au niveau du carrefour Sonapra, que je pratique plus de 25 ans maintenant, au début de la rupture, c'était correct. Aujourd'hui, la pagaille s'est installée. Je vais vous dire une chose qui m'a surpris ces temps-ci, c'est la SBE. J'ai envoyé une lettre et au moins d'une, 2 semaines, j'ai reçu la réponse. J'étais tellement étonné que je suis allé lui dire, mais je tombe des nues ou quoi? On me dit ça change. Je dis, c'est comme ça que vous dites. Hein. Si ça change, je verrai dans 1 an. Pour le moment, je peux constater que ça a changé. Mais je ne suis pas encore convaincu. Vous voulez espérer dans la durée? Dans la durée. Rafik Badirou, il y a une question qui revient ces jours-ci. Il paraît que les ministres et cadres de l'administration prennent beaucoup de temps parce que désormais appartenant à des blocs, à vendre les mérites de ces blocs alors que du travail les attend. Il va falloir les interpeller. Vous pensez que c'est une récrimination qui compte? Absolument. Vous savez, nous, on ne peut pas abandonner le travail pour faire tout ce qu'on fait là. Vous savez, nous ne sommes pas en campagne électorale. Hein, que les blocs républicains, les blocs progressistes s'en vont dans les jours... avec les véhicules de l'État, les cadres qui doivent être en poste, se balader pour ci ou ça. Si c'est les retraités, d'accord. Les retraités sont libres, ils n'ont plus rien à faire. Mais les cadres qui abandonnent leur poste pour ces histoires-là, il faut quand même... Votre conclusion, on est déjà à la fin, le temps est si vite parti. Le temps est si vite parti, c'est qu'il faut qu'on change. Il y a même que... Je vais vous donner le dernier exemple. Oui. Je vais à la mairie. Je présente un certificat de recasement Sonagim. Sonagim n'existe plus. Mais le certificat de recasement que j'ai en main,
c'est une copie, je n'ai pas l'original. On me dit, il faut aller à l'IGN. Je vais à l'IGN qui m'envoie à une société qui remplace la Sonagim, là, près de Super U. C'est cette société-là qui remplace la Sonagim. Je prends un duplicata. Je reviens à la mairie, on me dit, c'est pas valable. J'ai dit, mais quoi? Donc, si vous perdez votre permis et qu'on vous donne un duplicata, c'est pas valable. Vous voyez, il y a tellement de choses pour vous emmerder et pour vous faire plier à leur desiderata. Bon, merci. Je ne vais pas finir sans dire que il faut que nous prenions, que les Béninois, les cadres béninois reprennent le sens du devoir et de la responsabilité. Le sens du devoir et de la responsabilité pour espérer impacter le développement tant souhaité. Oui, Toussaint Sabou Faroum, très rapidement. Oui, je crois qu'il faut un minimum de patriotisme, un minimum d'amour pour le pays afin de se mettre effectivement au service du pays, parce qu'en retour, la nature vous donne toujours ce que vous avez fourni comme effort. Ne cherchez pas à vivre aujourd'hui au-dessus de vos moyens, à vous enrichir de façon illicite. Faites le travail pour lequel vous êtes là. La nature vous récompensera, l'État vous payera. Et si ce n'est pas le cas, mais la suite se verra. Plutôt que de chercher à rançonner des gens qui n'ont même pas 5 000 francs, mais qui ont un rappel de 30 000 francs, et puis vous exigez qu'ils vous donnent encore 10 000 francs avant de faire ça. Ce n'est pas possible. Merci à vous, Toussaint Sabou Faroum. Merci aussi à vous, Aofi Badirou. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Ça a été juste une modeste contribution. Demain, c'est un autre jour pour un autre rendez-vous et d'autres contributions. 100% Bénin pour le numéro du jour. On s'en arrête sur cette citation de Jean-Jacques Rousseau. Le bien commun se montre partout avec évidence et ne demande que du bon sens pour être aperçu. Merci et que le bon sens l'emporte au quotidien dans tous les actes et décisions. Au revoir.